Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. Les ministres et les répliques sont écoulées. Nous passons maintenant à la période des questions orales. Leader de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je me demande si le ministre peut nous indiquer combien de jeunes se font enseigner dans des locaux mobiles dans la province. Je ne puis vous donner une réponse précise au leader de l'opposition à ce sujet. Cependant, je peux lui dire que grâce à la générosité du trésorier, nous avons, au sein de notre nouveau gouvernement, parlé d'un programme d'immobilisation en 87 et que ceci se chiffrait à quelques 147 millions de dollars, ce qui serait exactement le double que ce que votre gouvernement, monsieur le leader de l'opposition, était prêt à dépenser en 1985. C'est vrai. Nous avons beaucoup d'étudiants qui se font enseigner dans des salles portatives, mais c'est un problème que ce gouvernement traite et on pense que c'est une question très importante. Et si on pense justement à ce qui s'est passé en 75-85, dans cette période de 10 ans, nous sommes en train de faire des choses très sérieuses à l'égard de ce problème. Oui, j'aimerais dire au ministre qu'il y a 2 ans, presque jour pour jour, il a déposé une motion de non-confiance. Il a condamné le gouvernement de l'époque, et je cite, « Étant donné la politique du gouvernement de refuser d'obtenir des capitaux en immobilisation pour les écoles ou certaines écoles qui ont des problèmes de population. Il y aurait trop de monde dans ces écoles. » Et si on n'avait pas eu cette motion, on ne saurait pas combien de jeunes sont obligés de recevoir leur enseignement dans des classes ou des salles portatives. J'aimerais parler, entre autres, d'une publication qui vient de paraître aujourd'hui. Question, s'il vous plaît. C'est l'Association des conseillers de l'Ontario. Et on a ici en rouge. Et on parle de la crise des fonds de capitaux qui existent en Ontario. Et ils indiquent que cette année, 50 000 jeunes seront enseignés dans des salles portatives et l'année prochaine, ce sera 60 000. Je m'étonne que le ministre ne sait pas ceci. Ma question au ministre est la suivante. Plus tôt, il a parlé de la générosité du trésorier pour essayer de réduire le caractère aigu de ce problème. Je me demande s'il peut nous dire à quel point le trésorier a été généreux en 86 pour augmenter les fonds pour traiter de ce problème. Eh bien, le leader de l'opposition me donne l'occasion unique ici de pouvoir, encore une fois, parler du défi que le gouvernement devait relever lorsqu'il est entré au pouvoir en 85, parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de pressions qui se sont accumulées au fil des ans et je crois que nous avons su agir rapidement et de façon très efficace pour tenir compte de ces problèmes. Il y avait d'autres questions au programme de l'éducation et ces programmes aussi devaient être traités de façon urgente, mais on les a négligés parce que l'ancien régime n'avait ni le culot et ni la possibilité de relever ces défis. Par conséquent, je puis dire, Monsieur le Président, que
Dans le budget de 1985, le trésorier a indiqué qu'il y aurait 25 millions de dollars de plus de rajouter à ce premier fonds d'immobilisation. Par conséquent, on a vu une augmentation dans ce budget-ci et également au cours des affectations de cette année. Il y a eu des augmentations et je le répète, pour 87, ce gouvernement va dépenser 147 millions de dollars pour les fonds en immobilisation et ce sera le double de ce que votre gouvernement a dépensé en 85 et je crois que ce sont là des étapes fort encourageantes. Oui, on a pu établir deux choses jusqu'à présent. Premièrement, le ministre de l'Éducation ne sait pas combien d'enfants se font enseigner dans les salles portatives. Et deuxièmement, soit il ne le savait pas, soit il n'était pas prêt à indiquer quelle serait l'augmentation pour l'année 86 que le trésorier serait prêt à octroyer. Je me demande si pour ma dernière supplémentaire, je puis poser la question suivante. Il y a eu dans la région de Peel, 13% des enfants sont enseignés dans les salles portatives, Durham 15%, Dauphin Peel 27%, dans la région de York 33% et Carleton 34%. Donc des jeunes sont enseignés dans des salles portatives. Par rapport à cette toile de fond, j'aimerais vous dire que votre trésorier en 86 vous a accordé 12 millions de dollars d'augmentation en guise d'octroi d'immobilisation. Et juste pour qu'on puisse voir quelle est la perspective dans cette situation, j'aimerais rajouter ceci. Ces 12 millions de dollars représentent 5,5 millions de dollars de moins que votre leader a donné pour obtenir un musée informatique sur les rives du lac de Toronto. Et le problème est soulevé ici dans ce document. Et si ces 17,5 millions de dollars avaient été consacrés à un autre projet, si on l'avait donné à Kirkland Lake, Nipissing, entre autres régions, tous les problèmes d'immobilisation auraient été résolus. Et j'aimerais savoir comment le ministre peut justifier une telle utilisation de l'argent. La question, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur le Président, ce qu'indique le leader est presque aussi mauvaise en maths que ne l'est sa critique des mathématiques. Et peut-être que le leader d'opposition voudrait peut-être prendre des cours de perfectionnement en mathématiques dans nos écoles. En 86, on avait quelque chose de l'ordre de 107 millions de dollars et en 87, ce serait 147 millions de dollars. J'aimerais indiquer qu'en 85, eh bien, pour cette année, Monsieur le Président, le gouvernement précédent avait affecté 67 millions de dollars. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Et l'année précédente, en 84, l'éducation a touché à peu près 54 millions de dollars, à peu près. Nous avons nettement accru les fonds affectés au poste des immobilisations pour l'éducation et nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, de notre côté, défaire les torts qui ont été effectués pendant de nombreuses années par les membres de l'opposition, de 74 à 85. Donc, nouvelle question. Le ministre ne savait pas quel était le budget lorsqu'il est arrivé. Il ne savait pas non plus ce qu'il avait en 85, ne savait pas ce qu'il avait en 86 et ne sait pas non plus combien d'enfants fréquentent les écoles où on offre des cours dans les salles portatives. Notre question, Monsieur le Président, s'adresse au procureur général. J'aimerais rappeler au procureur général que plusieurs fois on lui a posé des questions concernant le manquement de ce gouvernement de s'arranger pour que, légalement, la clinique d'avortement de Morgentaler soit fermée. Car il est difficile de tolérer un gouvernement qui a indiqué à la sûreté de mettre des accusations à cet égard. Or, il semblerait qu'on ait demandé, et le procureur aurait demandé à la Sûreté de l'Ontario de, justement, inculper ou mettre en accusation les personnes. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire ou vous n'avez pas le pouvoir de faire? Par exemple, je cite le cas de la clinique de M. Morgentaler. Eh bien, j'espère que le député ne voudrait pas
prendre ici l'avantage de discuter d'une situation qu'il connaît mal ou qu'il ne connaît pas. Comme vous savez, le procureur général ne doit pas donner des ordres quant à savoir quelles sont les accusations que la Sûreté doit ou ne doit pas porter. Et d'après le Code criminel, le procureur général a certains pouvoirs et le solliciteur général, étant donné que c'est lui qui est responsable de la sûreté, a peut-être d'autres fonctions supplémentaires. Puis-je demander au procureur général, qui est le principal représentant de la loi de la couronne, au cours de ces derniers temps, il a fait une distinction entre les pouvoirs du procureur général et le pouvoir plutôt du procureur général, parce que si tel est le cas, officiellement, c'est peut-être le cas, mais dans le fond, on a une impression tout autre. Donc, ma deuxième question que je vais poser afin que le procureur général puisse avoir la possibilité de tirer au clair cette situation, est-ce qu'il indique donc à la Chambre que le procureur général n'a pas la possibilité et ne devrait pas indiquer à la Sûreté à quel moment elle doit poser des accusations, mais que c'est au solliciteur général que ce genre de responsabilité incombe? J'essaie d'indiquer à l'honorable leader quelle est la situation. Comme son collègue connaît mieux la situation, étant donné qu'il comprend mieux la perspective d'un procureur général, qu'on n'est ni un policier et on n'est pas non plus responsable de la sûreté. Et lorsque la sûreté amène une enquête, la sûreté a le droit de venir poser des questions d'ordre juridique au procureur général. Mais cela incombe aux policiers, tout comme c'est à toute personne qui trouve des renseignements, de voir qu'il a les renseignements nécessaires pour inculper quelqu'un. S'il y a des personnes comme le leader de l'opposition qui pensent que le procureur général est un policier, alors il a tout à fait tort. Il s'agit ici de la personne principale responsable de la loi pour la couronne. Évidemment, le procureur général nous a donné un autre petit serment. Et en toute déférence, Monsieur le procureur général, j'aimerais vous lire quelques citations qui ont créé la confusion que je vous demande de dégager. Le 24 juin, concernant l'avortement, une question sur l'avortement. Votre leader a indiqué, s'il m'indique que le premier ministre devrait demander au procureur général d'inculper, ce n'est pas du tout le genre de gouvernement que je désire. Or, hier, vous avez indiqué que ce n'est pas au procureur général de dire quand est-ce qu'on doit inculper quelqu'un. Hier, vous avez aussi dit, nous avons inculpé ou mis en accusation lorsqu'il y a eu infraction. Ce matin, le solliciteur général a dit qu'il avait donné les ordres que quelqu'un soit mis en accusation. Ma question est très simple et elle est la suivante. Est-ce que cela relève du solliciteur général, mais pas du procureur général, de dire à la Sûreté de l'Ontario quand il faut mettre en accusation quelqu'un? La façon dont je comprends, Monsieur le Président, je voudrais expliquer quelle est ma juridiction. À part de donner des conseils juridiques, l'honorable député a parlé de serment et cela, c'est une remarque à laquelle je suis très sensible. Et cela simplifierait les choses si vous avez demandé à l'honorable député de Cochrane Sud concernant et lui poser des questions concernant la position du procureur général. Et cela faciliterait les choses. Ce que je veux dire, c'est que le procureur général a une responsabilité qui est très claire, très nette. C'est de poursuivre des cas qui ont été présentés par la police. Nouvelle question. Le député de York Sud. Merci, Monsieur le Président. En l'absence du Premier ministre, je voudrais poser ma question au ministre de l'Industrie et du Commerce. Le ministre doit savoir que le député de Lakeshore et moi-même, nous avons rencontré les travailleurs de Goodyear vendredi et ce matin aussi, à 6 heures, nous étions aux portes de l'usine et en
parler aux travailleurs au moment où il y a eu un changement d'équipe. Le ministre peut savoir que juste avant qu'on a appris la fermeture éventuelle de l'usine, tous les travailleurs ont reçu une lettre de M. Mudge le demandant, le remerciant de la défense de la compagnie de Goodyear. Et il a dit que tout le monde peut être fier du fait que de l'industrie que nous avons construite après des années de travail et de dévouement. Monsieur le Président, les travailleurs ce matin étaient très fâchés. L'âge variait de la vingtaine à la soixantaine. Et il y en avait qui venaient tout juste d'acheter une maison. Je voudrais demander au ministre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi dans cette province qui permettrait à des Ontariens de se battre pour les travailleurs qui sont les victimes de l'irresponsabilité de la compagnie à ce moment. Je suis au courant de cette lettre qui a été envoyée. Il me semble assez bizarre que dans l'espace de quelques jours, ils ont tous reçu leur feuille de route. Je peux vous dire que moi-même et le ministre du Travail étudions la question très sérieusement. Je peux aussi vous dire que le ministre du Travail étudie la loi à ce sujet. Question supplémentaire. Pendant que le ministre du Travail étudie la loi depuis très longtemps et il n'a rien produit pour la population de cette province, je voudrais demander au ministre, il a dit que le comité de direction de Goodyear a approuvé à l'unanimité des transactions qui vont augmenter les avoirs des actionnaires. Je voudrais demander au ministre de l'Industrie et du Commerce quelle loi, quel projet de loi est-ce que les travailleurs de Goodyear peuvent utiliser afin de promouvoir et de sauvegarder leurs intérêts. Qu'avez-vous l'intention de faire pour les protéger? Le chef du troisième parti est peut-être au courant que nous avons aussi écrit à M. Mercer lui demandant certaines choses, qu'on récompense les travailleurs. Mais je veux aussi dire que le ministre du Travail et ce gouvernement sont très inquiets et très préoccupés par cette question. Comme question supplémentaire, étant donné que le ministre n'a pas répondu à ma question, j'ai posé la question 2 fois, je vais poser la même question encore une fois. Quel pouvoir avez-vous au terme de la loi qui vous permettra de traiter avec M. Mercer quand il refuse de répondre à vos lettres? D'abord, je souhaiterais que M. Mercer réponde à nos lettres et j'aimerais bien le rencontrer. Et comme j'ai indiqué plus tôt, le ministre du Travail étudie une loi de ce type. Nouvelle question. Monsieur le Président, je suis très heureux que le ministre a tendu un piège à son ministre du Travail parce que j'ai une question qui s'adresse à lui. La question traite de la santé et la sécurité dans le milieu du travail. Vous êtes peut-être au courant, Monsieur le Président. Il doit être au courant, Monsieur le Président, que 5 travailleurs ont trouvé la mort à Port Arthur depuis 1983. Il doit être au courant qu'il y a eu des poursuites intentées après que 3 hommes ont perdu la mort en 1983 à la suite des brûlures et en juin 1983, 2 personnes ont trouvé la mort et il a fallu attendre jusqu'à octobre 1986 pour confirmer le fait qu'un bateau n'était pas un établissement industriel et qu'en fait, les travailleurs n'étaient pas protégés et on a rejeté un chef d'accusation et les 2 autres étaient retirés par le ministre. Je me demande si le ministre peut nous dire si les règlements ont été changés depuis le 2 octobre 1986. Monsieur le Président, la façon dont je comprends, c'est que le changement qui sera exigé concernera un changement de la loi. Et nous sommes au courant des circonstances tragiques, d'abord, dans les chantiers maritimes. Et nous savons, comme le député l'a signalé, nous sommes au courant des difficultés
qui ont entraîné le fait qu'un des chefs d'accusation a été rejeté et qu'on a dû retirer les autres chefs d'accusation. Cette question sera discutée dans un très proche avenir. Est-ce que le ministre peut alors confirmer qu'un juge de la paix avait décidé le 4 mai 1984 qu'un juge de la Cour provinciale avait passé un jugement le 30 mai 1985, la décision de la Cour d'appel en 1986, peut-il confirmer que ce qu'il dit que les travailleurs à Port Arthur n'ont aucune protection, tout comme c'était le cas en 1984? Je crois les préoccupations de l'honorable député traitent plutôt de l'aspect de poursuite. Nous voulons nous assurer que quand nous allons modifier la loi, nous allons éliminer toutes les échappatoires. C'est ce que nous avons l'intention de faire dans le proche avenir. L'honorable député l'indique très clairement que la décision de la Cour d'appel était très récente et jusqu'à il y a 2 semaines, dans 2 semaines, nous allons étudier l'impact de cette décision. Je me demande si le ministre peut nous dire ses sentiments en tant que ministre du Travail. Comment est-ce qu'il se sent, sachant très bien qu'il y a 5 personnes qui ont trouvé la mort dans des situations où des officiels de son ministère n'ont rien fait. Comment pouvez-vous être ici pour vous défendre alors que vous, de votre propre aveu, vous n'avez pas changé la loi et vous avez mis la vie des personnes en danger? Monsieur le Président, je crois que l'honorable député devra reconnaître que ce dont nous parlons actuellement, c'est la question de poursuite. C'est là vraiment le problème. Cela ne veut pas dire... Cela ne parle pas de la question de protection accordée aux gens ou non. Monsieur le Président, j'avais donné à l'honorable député l'assurance que nous allons discuter de cette question, nous allons traiter de cette question prochainement. Il y aura des modifications à la loi et je suis sûr que quand l'honorable député va voir les modifications, il sera très content, tout comme tous les députés de cette Chambre et comme tous les travailleurs de la province. Une question de privilège. En donnant certaines informations, j'ai pu laisser une fausse impression plus tôt. J'avais dit, je crois, il peut y avoir 50 jeunes dans des salles portatives dans la province, mais en fait, il y a 50 000 seulement dans 6 des commissions scolaires. Le total s'élèverait plutôt à 150 000. Nouvelle question, le député de Etobicoke. J'ai une question pour adresser au ministre du Commerce en ce qui concerne sa déclaration d'hier. Est-ce que le ministre ne peut pas confirmer que M. McKinnon, le 13 novembre, avait indiqué au Comité des comptes publics que les seuls avoirs de WIDA étaient les aptitudes intellectuelles de la compagnie? Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce que ces aptitudes peuvent être confiées à un syndic de faillite? Monsieur le Président, d'abord, nous ne pensons pas que nous avons perdu 3 millions de dollars. Nous pensons que le personnel, les employés constituent des actifs très importants et 3 des vice-présidents ont exprimé leur opinion hier et ils ont parlé de la valeur des actifs de la compagnie et ils ont dit que le produit était très bon et nous espérons que les employés continueront à travailler pour la compagnie. Est-ce que le ministre peut confirmer, oui ou non, si M. Dobzynski est au Canada actuellement ou, comme nous le comprenons, il n'est plus au Canada? Est-ce que le ministre ne peut pas confirmer que les idées
qu'il a ou le logiciel qu'il comprend. Comment est-ce qu'on peut confier cela à un syndic de faillite? Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse une enquête judiciaire afin de savoir qu'est-ce qui est devenu de 3 millions de dollars de l'argent de contribuables? Je comprends que M. Dubinsky n'est pas au Canada actuellement. On ne sait pas actuellement s'il a les bandes avec lui. Nous avons des copies de ces bandes et nous avons aussi demandé aux gens de ne pas commencer le travail vendredi. Ils étaient présents lundi. Nouvelle question, le député de Brampton. Ma question concerne la même question et est destinée au même ministre. Depuis des mois, M. Dubinsky avait refusé qu'on vérifie ce qui est devenu des 3 millions de dollars. Maintenant, il est à l'étranger et quelqu'un de votre ministère avait dit, et je cite, nous ne sommes pas sûrs si on peut le revoir encore. Est-ce que le ministre a déterminé quelle est la vérité ou si les déclarations de son officiel est vraie? Et est-ce que le ministre peut déclarer à la Chambre s'il a eu du succès dans ses tentatives de contacter M. Dubinsky pour lui demander de revenir à faire face à ces accusations? Comme j'ai le dit plus tôt, M. Dubinsky n'est pas au Canada. Nous avons essayé de savoir où il est. Et hier, nous avons confié la compagnie à un syndic de faillite et nous espérons que la compagnie restera fiable. À l'ordre. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le ministre n'a pas répondu à la question. Quelqu'un, un haut placé au sein de votre ministère, a dit à la presse qu'il ne s'attend pas à revoir M. Dubinsky. Je crois que cette Assemblée a le droit de savoir sur quoi cette affirmation a été basée. Il y a des milliers ou des millions de dollars qui ont été confiés à M. Dubinsky personnellement. En guise de question supplémentaire, est-ce que le ministre peut indiquer quelles mesures ont été prises? Est-ce qu'on a fait appel à la Sûreté de l'Ontario? Et est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, il faut une enquête judiciaire pour récupérer le plus possible de l'argent des contribuables? Comme j'ai indiqué hier, et j'en ai parlé aujourd'hui aussi, c'est une des choses que nous avons récupérées quand nous étions au lieu de la compagnie, étaient les bandes que nous avons gardées en lieu sûr. Nous ne savons pas s'il y a eu des copies qui ont été faites de ces bandes, mais nous avons l'intention de continuer. Nous allons demander au syndic de faillite de jeter un coup d'œil à ces bandes. Et nous étudions aussi la possibilité de mesures légales. Le député de York Sud, ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales et communautaires à la suite des réponses qu'il a données à propos des garderies. Je me demande si le ministre peut confirmer que ce qu'il a en fait dit hier en réponse à des questions de mon collègue de Ottawa-Centre, que le gouvernement de l'Ontario a décidé à propos des garderies à but non lucratif, c'est de ne rien faire jusqu'à ce que le gouvernement fédéral change les règles du jeu afin qu'il puisse financer des garderies à but lucratif aussi. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des négociations et des discussions avec le gouvernement fédéral. Actuellement, dans la province de l'Ontario, 50% des places dans les garderies étaient entre les mains de l'entreprise privée. Et si nous allons passer immédiatement à confier ces places à des garderies sans but lucratif, nous allons contrevenir à la loi. Si nous pouvons obtenir un accord avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne comment traiter avec le secteur privé, ce sera beaucoup plus facile. Si nous ne pouvons pas obtenir un tel accord, à ce moment, nous allons aller de l'avant nous-mêmes.
Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi ne pas adopter ces mesures maintenant en ce qui concerne les garderies qui permettent de telles mesures? Il y a des centaines de places dans de telles garderies. Et il y a des milliers de parents qui font face à toutes sortes de difficultés financières à la suite du manque d'action du gouvernement. Peut-il nous dire pourquoi on doit tenir en otage ces familles qui dépendent de ces garderies? Pourquoi punir ces enfants et leurs parents tout simplement parce que vous avez une préférence pour les garderies à but lucratif? Je ne peux pas être d'accord avec le chef du troisième parti que nous tenons les familles en otage. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons en fait augmenté le nombre de places dans les garderies subventionnées dans cette province par plus de 10 000 places. Cela représente une augmentation de 50 %. Je peux dire aussi qu'il y a en fait 50 000 enfants dans les garderies dans le secteur privé. Qu'il s'agisse d'une question de philosophie ou idéologie, qu'ils l'acceptent ou non, en fait, ces choses existent. Et dans certaines communautés, c'est le seul garderie qui existe. Nous ne pouvons pas les éliminer, nous ne pouvons pas tourner le dos à cette situation. Nous voulons négocier avec le gouvernement fédéral et, en fait, il y a une réunion qui est prévue pour le 26 janvier entre les membres de services sociaux avec le ministère. Si nous recevons un message clair que le gouvernement fédéral ne veut rien faire, à ce moment, nous allons agir de notre propre chef en ce qui concerne les garderies à but non lucratif et les centres dans les municipalités. Nous l'avons dit très clairement. Le député de Mississauga-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Hier, nous avons vu un rapport qui indiquait que dans certaines sections, certaines régions de la ville de Mississauga, il y a eu des agents contaminants dépassant de l'ordre de 500 parties par million. Compte tenu de ce niveau élevé, tout excès, tout niveau supérieur à ce montant peut causer du tort à la santé de la personne. Je voudrais demander au ministre qu'est-ce que le ministère de l'Environnement est en train de faire pour protéger les gens de cette région. Je ne pense pas qu'il y a des fonderies de plomb, qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette région. La plupart se trouvent comme l'a dit le député de Riverdale et de Bellwoods, la plupart se trouvent à Toronto. Ce que nous avons l'intention de faire, nous allons prendre des mesures immédiates. Je ne veux pas répliquer aux interventions. Je me rappelle que la question vient du député de Mississauga. En tout cas, ce que nous faisons dans ce cas, c'est émettre un avis de contrôle à la compagnie pour le demandant de diminuer les émissions qui proviennent de cette usine. Ils sont sur le point de faire des modifications à l'usine. Et dans le premier cas, nous allons émettre un avis de contrôle et dans le deuxième cas, nous allons prendre d'autres mesures appropriées. Quand est-ce que ces mesures entreront en vigueur et quand est-ce que les gens peuvent s'attendre à être protégés de ces émissions? Monsieur le ministre, c'est une très bonne question et je suis sûr que cela n'a pas été provoqué par les députés de la Chambre. Bien sûr, nous voulons que ces mesures entrent en vigueur le plus vite possible. De plus, nous voulons une solution globale aussi. Et nous voulons recevoir l'opinion des gens des voisinages. Nous voulons avoir une réunion publique afin d'étudier les avis de contrôle pour que ce dernier puisse entrer en vigueur rapidement et ensuite pour enlever tout sol qui sera nécessaire d'enlever
au thème des critères qui seront établis. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Commerce et de la Technologie et de l'Industrie. Pour ce qui est des investisseurs WIDA, le ministre saura que cet été, le Comité du compte public a entendu certaines révélations et on a vu qu'en avril, du 18 et 19 avril, 1,5 million des fonds publics ont été utilisés chez WIDA et que plus de 462 000 $ sont allés à M. Wiglonzinski en personne par rapport à son prêt et que dans le fond, on n'a jamais pu voir cette dette s'il existait vraiment. On saura aussi que 485 604 $ ont été à une compagnie en Grande-Bretagne et cette dette-là non plus n'a jamais pu être révélée. Et il est au courant que cette compagnie est allée de 1086 de quelques 400 000 $ à quelques 175 000 $ en juin 86. Le ministre est au courant de toutes ces circonstances. Il sait que 3 millions de dollars des contribuables ont été perdus. Pourquoi n'a-t-il pas eu une enquête criminelle? Nous ne pensons pas que l'investissement est un investissement perdu. Nous espérons encore que la compagnie va pouvoir continuer à exister. Et j'aimerais dire aux députés que nous non plus, nous ne sommes pas très heureux des renseignements que nous avons obtenus. Et une des raisons pour lesquelles on a demandé à Pete Mowie d'aller voir ce qui se passe et que cette personne pourra examiner les résultats au cours des prochains jours supplémentaires. Monsieur le Président, il s'agit ici de 3 millions de dollars versés par les contribuables. Il s'agit de l'incompétence à des niveaux très élevés du ministre ou du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous parlons ici de fonds qui sont partis parce que certains directeurs n'ont pas examiné la situation comme elle existait vraiment. Et il y a un changement de la situation réelle. Il s'agit ici du fait que la société WIDA a refusé d'ouvrir ses livres. On parle aussi d'une situation où la Société de développement de l'Ontario a refusé sa collaboration au Comité des comptes publics pour voir la vérité. Il s'agit ici où le ministre a personnellement participé à une discussion et le procureur général aussi était au sein de la réunion lorsque la société a refusé de divulguer ses comptes. Quand est-ce que vous avez demandé à la Sûreté de l'Ontario d'examiner cette situation? Ce de quoi vous parlez, c'est la société IDEA que vous avez mis sur pied avec un conseil d'administration, avec des directeurs que vous avez nommés. Vous parlez d'un contrôle plus ou moins ferme. Et j'aime pas tellement voir quelqu'un qui est un ancien ministre formuler de tels commentaires à l'égard de l'OPC ou de la Sûreté de l'Ontario, des personnes qui ont beaucoup fait pour ce gouvernement. Nouvelle question, les députés de Lakeshore. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Commerces et de la Consommation concernant l'assurance et la crise qui prévoit à ce niveau. On a souvent dit qu'il n'y avait pas de problème pour obtenir de l'assurance et le 27 novembre, le ministre a indiqué qu'il n'y a pas une seule personne qui ne peut obtenir une assurance. Et j'aimerais demander au ministre s'il pense encore que c'est la situation ou est-il prêt aujourd'hui à indiquer qu'il y a beaucoup d'organisations ou de personnes qui ne peuvent pas obtenir d'assurance dans cette province. Monsieur le Président, la situation telle que je la connais dans cette province est la suivante, c'est que toute organisation peut obtenir de l'assurance si elle est prête à payer le prix. Nous avons un problème de disponibilité et de coût. Moi, je pense qu'on peut obtenir cette assurance, mais la question est plutôt de savoir si on peut se payer une telle assurance.
Eh bien, j'irai tirer au clair ce que le ministre entend ici par la situation. J'aimerais savoir ce que vous pouvez faire pour un organisme dans ma circonscription qui s'appelle Access for Parents and Children. Ceci permet aux parents d'avoir la possibilité de vérifier la situation pour les enfants. Ils n'ont pas pu obtenir une assurance pour leur rapt. Ils pouvaient obtenir une certaine forme d'assurance, mais ils ne pouvaient pas obtenir une couverture complète en vertu du rapt. Est-ce que le ministre n'est pas prêt à dire que ceci ne peut pas continuer, une telle situation? Et est-il prêt à aider une telle agence si, par exemple, cette semaine, l'agence ne pourra pas obtenir d'assurance? Est-il prêt donc à aider cet organisme? Monsieur le Président, il s'agit là d'une question très délicate. Lorsqu'on parle d'assurance pour le rapt ou de mauvais traitement auprès des enfants, il s'agit là d'une question fort épineuse, quoi qu'il en soit. D'après ce que je peux savoir, on a pu examiner les cas où on a obtenu ce genre d'assurance. La députée pourra fournir plus de renseignements. Député de Wentworth Nord. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. L'une des plus importantes sources de pollution des Grands Lacs est le bassin Windermere, dans le bassin, ou plutôt dans le port de Hamilton. Quand est-ce que le ministre va faire ce qu'il faut faire afin de s'assurer que ce genre de pollution soit nettoyé? Le ministre. Oui, je m'excuse, je n'ai pas pu entendre la question. Le député voudrait-il, s'il vous plaît, répéter sa question? Oui, je suppose qu'on voit ces gens d'en face font exactement preuve du même manque d'intérêt qu'ils faisaient quand ils étaient au gouvernement. Oui, j'aimerais savoir quand est-ce que la pollution, surtout pollution dans le port de Hamilton, sera nettoyée. Eh bien, comme le député est probablement au courant, j'ai eu une réunion avec la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth et la ville de Hamilton. Il n'y avait personne d'autre, pas d'autres représentants au niveau municipal. Et à ce moment-là, c'était une bonne réunion pour la presse, en quelque sorte, parce qu'on avait demandé si le ministre de l'Environnement de l'Ontario serait prêt à contribuer pour le travail à effectuer dans le port de Hamilton. Et entre autres, on a parlé avec les responsables du port de Hamilton, le ministère de l'Environnement et Environnement Canada. Et à ce moment-là, j'avais demandé 1,2 million de dollars pour que la province contribue donc ce montant-là. Et on serait tout à fait d'accord à participer à ce niveau-là. Mais il y avait encore quelque chose à faire. Je crois que le gouvernement du Canada, par le truchement de l'environnement du Canada, devait obtenir la même quantité de fonds. Et j'espère que cette entreprise sera couronnée de succès. Le député de Wentworth, ma question s'adresse au ministre de Technologie et du Commerce. J'aimerais citer ici ce que M. McKinnon de la Corporation de développement de l'Ontario a dit. Il a indiqué « Nous avons examiné de près les états financiers de chaque mois et nous pensons que l'investissement est nécessaire pour pouvoir élaborer le produit de la société. » Hier, Monsieur le ministre, vous avez dit à cette Chambre que vous avez besoin d'un receveur pour examiner la question. Ma question que je vous pose, Monsieur le ministre, qui a raison? Est-ce que vous êtes en train de dire maintenant que cet investissement n'a pas été correctement examiné par l'ODC ou par la Société de développement de l'Ontario? M. McKinnon est un homme fort honorable, il a fait un bon travail et il a pris donc un an pour remettre de l'ordre dans tout ce que vous avez complètement embrouillé. Et laissez-moi vous dire,
Et je crois que M. McKinnon est tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit l'autre jour. Vous vous souviendrez que l'une des raisons pour lesquelles on est allé voir M. Devinsky pour obtenir des renseignements supplémentaires de sa part pour la Comité des comptes publics qui est en train d'examiner la possibilité de trouver des fonds supplémentaires. Il a dit à ce moment-là qu'il n'était pas obligé de nous divulguer ces renseignements. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'administrateur séquestre est venu donc voir ce qui se passait. Le ministre sait tout à fait que ce n'est pas le Comité des comptes publics qui a demandé pour des fonds supplémentaires. Vous savez tout à fait que c'est ce ministre-là, ce ministère qui a réclamé ces fonds supplémentaires. Monsieur le ministre, nous avons ici une situation dans laquelle le premier ministre de cette province a refusé de divulguer des documents au compte public. Monsieur Carman, en tant que principal secrétaire, a refusé de divulguer des documents. La Société de développement de l'Ontario ont promis qu'ils auraient pu examiner les livres donc, de WIDA. Et la même société a indiqué au Comité des comptes publics qu'ils n'étaient pas prêts à trouver les fonds nécessaires pour pallier à cette situation. Et non seulement donc cette société, mais aussi d'autres personnes qui ont pu profiter de cet investissement. La nomination d'un administrateur secret n'a rien du tout à voir avec les 462 000 $ de M. Musinski et ça n'a rien du tout à voir avec d'autres fonds fournis à Wentworth Limited. Qu'est-ce que donc on va faire? Pourquoi n'êtes-vous pas prêt à examiner la situation? Vous savez qu'il faut faire une enquête. Pourquoi donc vous ne demandez pas à la Sûreté de l'Ontario de mener une enquête? Nous pensons que la compagnie de Pete Marwick Dewar a examiné la situation financière et qu'ils sont en train de chercher les réponses à certaines questions que vous avez posées qui nous intéressent aussi. Nouvelle question, les députés de Windsor-Riverside. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui se dresse au ministre du Travail. Le ministre est au courant qu'il existe la compagnie Tampon qui existe donc dans Telcon dans sa circonscription et le 21 novembre 1986, plusieurs personnes ont été congédiées et lundi, 24 personnes se sont rendues au travail, ou le 24 novembre, des personnes se sont rendues au travail et se sont rendues compte que la compagnie avait déménagé. Or, en septembre, une lettre a été envoyée à ses employés en indiquant que le travail effectué par ces employés ont permis d'améliorer la qualité et le service offert et on tient à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Quand est-ce qu'on va adopter une loi pour pouvoir justifier la fermeture d'une usine avant que quelques 80 personnes dans votre circonscription perdent un emploi et que ces personnes se retrouvent dans une situation précaire et que comme ça, une compagnie déménage sans avertir un samedi? Quand est-ce que vous allez donc proposer une loi à cet égard? Eh bien, Monsieur le Président, nous avons indiqué depuis quelque temps déjà que nous sommes en train de préparer une loi qui répond à ces besoins. Je viens de demander aux collègues du troisième parti que peut-être ils ont oublié l'entente ou l'accord qui existe. C'est une question qui doit être traitée dans les 2 ans. Et maintenant, nous sommes dans notre 18e mois. Nous sommes tout à fait en train de faire les choses comme il se doit. Les choses se préparent. Et, Monsieur le Président, l'un des problèmes, c'est qu'on a examiné la justification ou la loi de justification dans toutes les autres juridictions du Canada, y compris le Manitoba. Et vous savez ce qui se passe, Monsieur le Président? Eh bien, il n'existe pas de telle loi supplémentaire. Il n'y a pas non plus de droit pour les personnes qui suivront. Lorsque le député était dans l'opposition, il n'y avait pas de problème à cet égard. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas proposer ce genre de questions maintenant que vous vous trouvez au gouvernement? J'aimerais poser une question. Lorsqu'on a pu trouver certains individus, certaines personnes ont reçu des subventions dans les périodes de problèmes futurs et d'autres programmes, par exemple, pour création d'emplois. Et dans le fond, cette compagnie a pu toucher les prestations pour dans le cadre de divers programmes. Est-ce que vous pouvez indiquer quelles sont les garanties qui ont été offertes pour ce travail, pour cet argent? Je regrette que l'honorable député a posé la question non pas au bon ministre, mais maintenant que j'ai la parole, je vais répondre. J'aimerais simplement dire aux députés de Riverside et de Bellwoods que c'était
mon bureau qui a soulevé la question. Et j'aimerais également indiquer à mon collègue de Windsor-Riverside que nous avons aujourd'hui une somme de 69 000 $ pour un avis de cessation. Le ministre du Travail a une question, a une réponse à une question, je crois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, le député de Hamilton West m'a posé une question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'avais l'intention de faire pour éliminer une poupée Rambo. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer que de chaque côté de la Chambre, nous sommes tous préoccupés par cette question et qu'il s'agit ici d'un stéréotype tout à fait négatif à l'égard d'une race et qu'on ne devrait jamais offrir ce genre d'objet à un enfant et que nous devons faire l'exemple. J'ai eu l'occasion de parler avec Mike Richards, qui est responsable de la commercialisation pour Coleco Industries, qui ont produit cette poupée. Je suis heureux de pouvoir indiquer à cette Chambre et aux députés que les représentants de Coleco sont d'accord pour que cette poupée ne soit plus vendue et ceci prend effet immédiatement. Monsieur Richards m'indique également que Coleco va envoyer des lettres cet après-midi à tous les magasins qui vendent ces poupées. Et à tous les téléspectateurs, j'aimerais aussi que tout de suite on agisse en conséquence. Nouvelle question, leader de l'opposition. Oui, j'ai une question, je m'excuse. Alors, on a droit à une supplémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa vive action et également de la réaction rapide de la société. Je me demande si je peux poser une société et j'aimerais que peut-être qu'il ait une réunion avec le ministre des Affaires municipales et du procureur général afin de voir de plus près une définition de certaines lois dans cette province. Sur la procédure. Monsieur le Président, je serai certainement prêt à discuter de ces questions qui viennent juste d'être soulevées par l'honorable député. Je serai prêt à en discuter avec mes collègues. J'ai une question qui s'adresse au solliciteur général. Le procureur général a enfin tiré au clair une position qu'il essaye de dire depuis plusieurs mois que le gouvernement n'a pas de rôle dans l'inculpation. Et enfin, il semblerait que c'est vous, monsieur, qui est en charge de savoir quand est-ce que l'on va mettre une accusation. Et dans une loi, à l'article 2, au paragraphe 2, on lit qu'aucune personne ne pourra vendre des biens ou des services dans une certaine situation. Ma question au solliciteur général est la suivante. Étant donné que cette loi sur les congés de dimanche, êtes-vous prêt à à accuser les employés en vertu de l'article 2, le paragraphe 2 de cette loi, congés des dimanches? Eh bien, souvent, il s'agit d'une guerre des sens et je ne veux pas m'engager dans une telle guerre, mais comme vous connaissez que toute communication avec le ministère du solliciteur général passe par la Sûreté de l'Ontario, parce que c'est mon ministère qui a des liens directs avec la Sûreté de l'Ontario. Par conséquent, ce n'est pas moi qui décide qui ni dans quelles circonstances on va accuser quelqu'un. Mais je sais que les lois de la province doivent être maintenues et ceci se passe de plus en plus souvent dans la Sûreté de l'Ontario, plus souvent maintenant qu'autrefois, et on tient à rappeler à la Sûreté de l'Ontario quelle est la responsabilité de s'assurer que les lois soient appliquées dans la province. Question supplémentaire, toujours au solliciteur général. Par l'intermédiaire du mécanisme que vous avez décrit, je sais que vous ne dites pas qui il doit poursuivre, mais vous pouvez leur demander d'appliquer la loi en ce qui concerne la loi sur
la vente de détail. Je me demande si vous pouvez nous dire tout simplement si vous avez l'intention de leur dire que les paragraphes 2.1 et 2.2 de la loi doivent être mis en application et par conséquent, ils devraient poursuivre à la fois les employeurs et les employés. Les paragraphes sont plus généraux que ça et je n'ai pas, encore je répète, je n'ai pas l'intention de dire à la Commission de la police de l'Ontario quelle personne il faut accuser ou qui doit poursuivre. Et encore une fois, je veux dire, j'ai contacté la police pour leur dire qu'il faudra appliquer la loi de la province, quelle que soit la loi qui risque d'être violée. Nouvelle question. Le député de Essex North voudrait poser une question. À l'ordre. Le député de Essex North attend avec patience. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Le ministre sera au courant à la suite des chiffres que j'ai rendus publics vendredi que le niveau de l'eau dans les lacs Saint-Clair, Huron et Erie sont supérieurs au niveau du mois précédent. Maintenant, la Commission internationale a dit qu'il y a des moyens qu'on peut utiliser pour stabiliser le niveau ou diminuer le niveau de l'eau dans les Grands Lacs. Qu'est-ce que le ministre compte prendre de telles mesures? J'ai lu le rapport de la Commission internationale et je n'ai pas vu une telle déclaration. La déclaration est très nette en ce qui concerne qu'ils seront en train d'étudier toutes les possibilités, toutes les options qui peuvent être prises. Ils ne disent pas qu'ils vont prendre des mesures concrètes à ce sujet. Question supplémentaire. Je demanderai au ministre de lire ce rapport très attentivement, surtout la page 4, et je demande au ministre de prendre des mesures. Je ne demande pas à la Commission de prendre des mesures. Le comité d'études du ministre a voyagé partout dans la province, là où il y a des problèmes de niveau d'eau. Plusieurs personnes et des groupes ont déclaré qu'il y a des moyens de résoudre le problème d'inondation et il fallait diminuer le niveau de l'eau. Le groupe d'études a répliqué que la diminution, l'abaissement du niveau d'eau ne fait pas partie de leur mandat. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi on n'avait pas permis au groupe d'études de discuter de ces méthodes? Monsieur le Président, le groupe d'études a fait un des meilleurs travaux en ce qui concerne les types de travaux effectués dans ce cas. Ce qui est clair, c'est que le niveau de l'eau dans les Grands Lacs est la responsabilité des deux gouvernements fédéraux et qu'en fait, le gouvernement provincial n'a pas la compétence d'entrer dans le contrôle du niveau de l'eau des Grands Lacs. C'est très spécifique que la Commission internationale est en train d'étudier les recommandations. Il ne parle pas des mesures à prendre. J'ai contacté l'honorable Tom Macmillan à Ottawa, j'ai contacté la Commission internationale et il est évident que la Commission internationale a suggéré que le gouvernement fédéral devrait être l'organisme principal et c'est à eux de prendre l'initiative et la province de l'Ontario est prête à coopérer avec eux. Le député de York East, nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques et culturelles. Dans mon comté de York East, il existe un grand nombre de femmes immigrantes qui me téléphonent pour savoir quels services sont disponibles afin de pouvoir régler leurs problèmes en particulier. Un des problèmes qui se présente, une des questions qui se présente souvent, c'est quels services sont disponibles dans le cadre de la violence au sein de la famille. Ma question au ministre, c'est est-ce qu'il existe des programmes qui traitent des préoccupations qui sont soulevées?
Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Le ministère, comme j'ai dit à plusieurs reprises, la plupart des programmes de ce ministère sont offerts aux communautés et les femmes de la province ont accès au programme. Nous avons financé des programmes destinés aux femmes, programmes qui concernent la violence au sein de la famille. Et en fait, j'ai autorisé le paiement à trois foyers ou 3 abris. Et nous avons aussi accordé des fonds afin de financer de type de cours de formation afin que les femmes puissent être indépendantes. Ce que nous avons fait aussi, c'est d'accorder des cours d'anglais qui permettront à des femmes d'emmener leurs enfants avec eux dans les centres communautaires. Sinon, elles ne pourront pas suivre ces cours. Le ministre a soulevé un autre domaine d'intérêt qui est soulevé très souvent dans mon bureau. Et il s'agit là de comment est-ce que les femmes immigrantes peuvent trouver du travail. Est-ce que le ministre peut élaborer? Merci, Monsieur le Président. Eh bien, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais citer deux programmes. Il s'agit du programme d'abord de l'anglais comme langue seconde. Et la plupart des étudiants sont des femmes, à 70 %. Et on les explique comment établir un curriculum vitae et comment chercher du travail. L'autre programme concerne l'anglais dans le milieu de travail. Et cela, dans le cadre de ce programme, les femmes apprennent à utiliser des ordinateurs, reçoivent une formation en informatique. Je sais que tout le monde là-bas est intéressé. À l'ordre. À la suite du règlement numéro 30, le député de Carleton-Grenfell avait exprimé sa dissatisfaction avec une réponse donnée par le procureur général. Et cette question sera discutée à 18 h ce soir. Si je peux avoir votre attention, à l'ordre.